et expliquer du coup ce qu'il a pu faire avec cet outil pour arriver à ses objectifs. Bon, merci Éléonore. Donc Mathieu Jobin, donc je travaille pour la société Arkema. Donc Arkema, on est une société de fabrication de produits chimiques de spécialité, c'est-à-dire que on ne fabrique pas des produits chimiques dont la formule est connue, comme la soude ou l'acide chlorhydrique ou l'eau de Javel. On fabrique ce qu'on appelle des spécialités, c'est-à-dire que on travaille avec nos clients dans leur laboratoire d'application pour regarder quel polymère pourrait le plus les aider. Voilà. D'autre part, nos secteurs en fait de croissance, c'est tout ce qui est énergie verte, c'est-à-dire énergie renouvelable, perte de poids et toutes les formulations qui concernent la durabilité. Voilà. Donc c'est ça nos secteurs de croissance, comme par exemple la mobilité électrique. On est très présent dans le secteur des batteries, l'allègement des batteries, l'augmentation de la performance des batteries, tout ce qui est solaire, et puis si on se projette un peu plus loin, tout ce qui est hydrogène dans les batteries ou hydrogène comme dans la pile à hydrogène. Voilà. Donc au niveau SAP, on a deux ECC principaux, voilà, avec de nombreux systèmes non de production. Moi, je m'occupe de la gestion de ces systèmes, c'est-à-dire que je m'occupe du maintien en condition opérationnelle, donc il repose sur deux axes. Donc le maintien en condition opérationnelle technique, c'est-à-dire que il faut faire des sauvegardes, il faut qu'il y ait du réseau, il faut qu'il y ait des protections cyber, il faut que ça marche 24 heures sur 24, il ne faut pas que ça tombe. Et puis la protection aussi contre la non-régression, c'est-à-dire que j'ai une équipe qui va vérifier les changements de configuration. Il y a 20 000 changements de configuration annuels et qui vont vérifier que c'est bien testé, que ça ne contient pas des objets critiques, etc., pour éviter les incidents productifs. Voilà. Donc dans ce cadre-là, mon équipe va s'occuper des rafraîchissements d'environnement. Et aussi, comme je couvre la partie testing, elle va couvrir la qualité des données et la qualité des tests. Donc c'est avec ces deux objectifs que j'ai en fait que je suis allé vers l'outil Data Sync Manager. Alors je ne sais pas s'il y a des questions déjà, parce que vous pouvez avoir déjà des questions particulières ou des intérêts particuliers. À ce moment-là, je pourrais vous en parler. On peut continuer le tour de table, je ne sais pas comment on procède. Oui, je pense que du coup, Mathieu, vous pouvez faire votre présentation et puis comme ça, on regroupera toutes les questions qui peuvent poser au fur et à mesure dans l'onglet D'accord. questions et on pourra y répondre en fin de session. Ok. Bon alors, je sais pas comment on fait passer. On clique dessus. Oui, exactement. Voilà, donc là, le contexte et l'attente, je vous en ai parlé, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Donc, on a effectivement deux ECC qui font. Alors, il y en a un qui fait 2 Tera, l'autre qui fait 1 Tera, et on était dans une situation où on avait nos environnements non productifs, alors que ce soit pour le projet, que ce soit pour de la qualité, que ce soit l'environnement de développement, qui étaient des copies intégrales de la production. Et donc, euh, on avait des datas qui remontaient jusqu'à jusqu'à 2005 et on n'en avait pas besoin pour faire nos tests. Donc, le deuxième élément, c'est que on est entièrement sur le cloud AWS et donc si on arrivait à diminuer la taille de nos environnements de notre prod, et on diminuait notre facture. Euh, et la deuxième chose, c'est que nos environnements, le rafraîchissement de nos environnements non-prod posait toujours un problème parce qu'il prenait entre 3 et 5 jours et ça faisait des interruptions de service pour les équipes qui étaient sur les projets qui étaient trop importantes. Donc on avait ces deux difficultés à résoudre. Donc, alors on a regardé plusieurs outils et après on a fait la validation technique finalement de deux outils. Euh, dont DataSec Manager. Donc après, c'est DataSec Manager qu'on a choisi, qui nous a paru à la fois le plus mature et après aussi le plus intéressant en termes de coût. Enfin, ça a été un mix des deux. Voilà. Donc
A posteriori, je dirais qu'on a fait le bon choix parce qu'on a atteint nos objectifs de réduction de coûts puisque on a divisé par 2 en fait notre empreinte en termes de en termes de d'espace et de besoin mémoire, parce que c'est la mémoire qui coûte beaucoup chez AWS. On a divisé par 2, donc on a fait des économies et, ce qui nous a permis d'avoir un rendement de l'investissement dans le logiciel, parce que le logiciel est assez cher quand même. Mais la comparaison entre les gains qu'on a fait à AWS et le coût à la fois du projet et AWS a fait qu'on a une bonne rentabilité de l'investissement. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi Datasync Manager. Donc ça a répondu aux deux besoins, c'est-à-dire le besoin d'économie sur le cloud, et puis aussi le besoin d'avoir des environnements rafraîchis plus fréquemment. Alors pourquoi? Parce que le système de rafraîchissement est plus rapide. Donc avant, comme je vous ai dit, on faisait des rafraîchissements qui pouvaient prendre de 3 et 5 jours, et là, le rafraîchissement prenne entre 12 et 18 heures. C'est-à-dire qu'on a une indisponibilité de l'environnement entre 12 et 18 heures. Alors après, évidemment, ça dépend de la taille de l'environnement, hein, de la puissance que vous avez, mais nous, on a fait une réduction donc par 3, entre 3 et 4 du temps d'indisponibilité, et ce qui nous a permis de faire des rafraîchissements plus fréquents. Et donc, par effet direct, on arrive à faire des tests de meilleure qualité parce que les informations qui sont dans un environnement de testing sont plus proches des environnements de production. Et donc, les tests qui sont menés naturellement par les équipes, ils sont faits sur des meilleures données, et donc, comme on est plus proche des données productives, et on a des tests de meilleure qualité, on détecte plus d'anomalies, et donc, le résultat, c'est qu'on a moins de régressions. Bon, là, je ne vous partage pas, mais on a fait une réduction. On a divisé par 3 notre nombre de non-régressions, de par la qualité, l'amélioration de la qualité de nos tests. Donc, c'est des choses qui sont pas très faciles à mesurer et à vendre en avance, mais c'est des résultats sont probants. Voilà. Je pense qu'on peut continuer, sauf s'il y a des questions là. Voilà. Donc là, voilà, ça parle de même. On avait des environnements de 1 Tera. Alors on avait une pré-prod, on avait 3 environnements projets, on avait un environnement de qualité, on avait une dev, on avait une sandbox. Donc on avait 7 environnements ici à 2 Tera. Et les 7, on les a passés à 1 Tera. Donc voilà, on fait des économies. Et l'environnement qui avait 1 Tera, on l'a descendu à 500 gigas. Sachant que en fait la descente en fait que j'ai faite, en fait on a diminué de 80% la taille de nos environnements. Donc en fait on aurait encore plus descendre, on aurait pu descendre à 250 gigs et 500 gigs, mais on a préféré en fait descendre que de la moitié, et ça nous donne des libertés pour créer des clients de test ad hoc. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui a besoin, sur un temps très réduit, d'avoir un environnement rafraîchi et tout de suite. Donc ça se tombe pas toujours très bien parce que il y a des projets qui sont en cours et qui peuvent être interrompus sur la plateforme de testing principale. Donc là, on est capable pour un projet de lui fournir ad hoc en fait, en une demi-journée, on est capable de lui fournir un nouveau client son environnement de testing avec des datas. Bon, alors évidemment, il n'y a pas toutes les interfaces, mais on est capable de lui fournir très rapidement pour une semaine, 2 semaines, pour faire une étape de validation particulière, et puis après, on ferme le client. Voilà, donc mais on aurait pu encore plus descendre nos environnements mémoire si on était vraiment là. Donc ça nous a à la fois permis d'économiser puisqu'on a divisé par 2 le coût sur les non-prod, et ça nous a aussi donné de l'air pour pouvoir faire des opérations et répondre très vite à des besoins projets. Donc voilà, on a eu 2 effets. En fait, on aurait pu économiser encore plus. Donc après, on a pris, alors il y a 4 modules dans DataSync, on en a pris 2, on a pris Client Sync et Object Sync. Client Sync, c'est ce qui permet de faire les rafraîchissements d'environnement réduits en taille, c'est-à-dire par exemple, nous on a décidé de se limiter à l'année en cours et l'année précédente. Mais on aurait pu faire des réductions encore plus drastiques. On aurait pu dire, on prend qu'un mois de données, par exemple. Là. Bon. Pour compléter ça, on a acheté l'outil ObjectSync. Alors l'ObjectSync, qu'est-ce qu'il permet? C'est un outil qui est donné directement aux personnes qui testent, ou solution expert,
et qui va permettre de recopier des données de test depuis la prod directement dans les environnements de test. Donc l'idée, par exemple, c'est on prend une donnée transactionnelle, comme par exemple la commande client, et lui il va dire bah, votre commande client, elle comprend des articles, des clients livrés, des clients facturés, enfin toute une série de données de base, des données de conditions de prix, des données de conditions de sortie de documents, d'output, et elle va les copier et on va les réinsérer dans l'environnement de test. C'est-à-dire que si les master data sont pas forcément à jour dans cet environnement, puisqu'on peut pas faire des refresh tout le temps, et ben là on est capable de le copier intelligemment. Donc comme ce qui est noté dans le slide, c'est un peu délicat à mettre en place, en ce sens que les personnes qui font la copie, elles être très bien connaître le module, c'est-à-dire que bah, quand on a une commande demande, bah, il faut bien être conscient de tout ce qui tire à côté, parce que ça peut être des éléments qui sont du module, comme par exemple là j'ai cité les articles ou les clients, donc les personnes qui font une commande client elles le savent bien, mais ça peut être des éléments financier. Par exemple, il y a le calcul du coût de revient qui a eu lieu, et ce calcul de coût de revient est fait sur un cost center bah, qui n'a pas été mis à jour. Et donc, ça va tirer beaucoup d'informations, et les équipes ne sont pas forcément totalement toutes à l'aise avec tous les éléments joints. Donc, c'est un travail un petit peu technique. C'est pas juste un copier-coller et un drag and drop. Voilà. Donc ça, c'est le point d'attention. C'est un peu plus délicat à mettre en œuvre. Mais sinon, ça marche très bien. Voilà. Techniquement, ça marche. Techniquement, ça marche, mais la mise en œuvre, c'est pas du plug and play. Voilà. Donc, a posteriori, je dirais ce qui m'a le plus impressionné et ce qui m'a le plus servi, c'est la robustesse de l'outil. Alors l'outil est vraiment très facile. C'est un outil qui est très technique, mais qui a une interface graphique qui est très simple d'utilisation. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Enfin, c'est pas simple à mettre en œuvre, mais c'est facile, c'est facile à, c'est facile à, c'est clair. Ensuite, en ce qui concerne Client Sync, c'est extrêmement robuste. Je vais vous donner un exemple. Quand on a fait les premiers Client Sync, en fait, il y a des personnes de, de l'infrastructure qu'on dit mais c'est quoi cette chose qui nous prend toutes nos ressources et qui l'ont arrêté en cours de route. Bon, c'est pas un problème, on a été alerté que ça allait arrêter et on l'a repris à l'endroit où il était. Donc ça, c'est vraiment une très grosse force par rapport à, à un refresh dans lequel on part d'une sauvegarde, d'un backup et qu'on le refait. Si on est planté au milieu, il faut tout refaire. Donc imaginez qu'on fasse un refresh qui a duré 5 jours et qu'au 4e jour, il y a une erreur, on est obligé de reprendre depuis le début, et ce qui est une perte de temps énorme. Tandis que là, bon bah on a fait pendant 8 heures et puis ça a été arrêté incidemment. On le reprend, on reprend pas depuis le début, on reprend, on finit les 4 heures pour arriver aux 12 heures nécessaires, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est assez fort et ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Ensuite, l'ensemble du processus a un log extrêmement détaillé. Alors, je sais pas si vous êtes suffisamment technique pour suivre ce que je vous raconte, mais euh, le principe est qu'il y a un log détaillé. Donc, si on peut avoir des personnes qui peuvent dire ah mais votre système nous a détruit ceci ou cela, bah non parce que on sait exactement ce qui a été copié, euh, exactement ce qui a été fait, le nombre d'enregistrements qui étaient avant, le nombre d'enregistrements qui étaient après. Donc on a un log extrêmement détaillé, ce qui permet que euh, l'application est extrêmement facile. Et puis si effectivement il y a des choses qu'on a copiées et qu'on n'aurait pas voulu copier, bah, on est capable de s'améliorer, c'est-à-dire on dit bah ok, tel ou tel objet, en fait, on voudrait le conserver, bah, c'est possible, on change le paramétrage, c'est extrêmement facile. Voilà. Le dernier point, c'est que donc sur la partie objecting, j'ai émis en fait des propositions d'amélioration, voire des choses que je pensais être des bugs. Et pour le coup, il y a une réponse qui est extrêmement rapide, puisque dans la journée, il y a la personne qui s'est connectée à notre environnement, qui a constaté en fait l'anomalie et qui nous a proposé un correctif. C'est pas un correctif qui nous est propre, hein, c'est un correctif qui est après inclus à l'intérieur de la solution et qui sera disponible dans les builds de la solution qui vont arriver. Donc ça, j'ai trouvé ça j'ai comparé ça avec le niveau de réactivité que peut avoir le support SAP, par exemple. Là, il faut attendre des mois avant d'avoir un correctif. Là, c'était vraiment dans la journée ou le lendemain, et avec une analyse qui était vraiment très pointue.
Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai marqué, c'est que le support était très qualitatif avec des réponses et des corrections de bugs qui sont livrées très rapidement. Et ben voilà ce que je voulais échanger avec vous. Et je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Bonjour Mathieu, je peux peut-être, c'est Emmanuel, donc je peux peut-être poser quelques questions que je vois dans le chat. Oui. Donc on a première question qui est de savoir si est-ce que vous êtes en on-premise 100%? Non, on est sur Cloud AWS, Cloud public AWS. Très bien. Enfin, on est on-premise dans le sens SAP du terme, si c'est par rapport à Rise. Hein. Donc on est on-premise, c'est-à-dire que on est sur le cloud public AWS, mais c'est nous qui faisons la maintenance de nos systèmes nous-mêmes. Oui, on a des équipes dédiées. Enfin, c'est des équipes externes, mais c'est pas SAP. Et on va certainement passer à Rise l'année prochaine. Oui. Et donc le système, le gain qu'on a fait sur nos environnements, on va le conserver sur Rise. Et l'outil est compatible Rise. Si c'est ça la question, hein, parce que on-premise peut avoir deux significations. Donc, Oui, sur la oui. signification SAP, on est on-premise, mais parce qu'on n'est pas sur le cloud Rise, mais pour nous, on n'est plus dit on-premise, c'est-à-dire on n'est plus dans notre propre data center, on est sur notre, on est chez AWS. Oui. Okay. On a Jean-Michel qui nous dit que c'était bien le sens de sa question. D'accord, j'ai répondu. Mathieu. J'ai répondu, voilà. Parfait. Autre question, quelle est votre architecture? Est-ce que vous êtes en DevCal Prod ou est-ce que vous avez une ligne pour gérer vos projets en plus? Alors, on n'a pas de ligne dédiée. Enfin, donc aujourd'hui, on a Dev, Cal, Pré-Prod, Prod sur tous les environnements. Et après, quand on a des programmes de déploiement, on peut avoir des systèmes supplémentaires pour les projets. Voilà. Donc là, par exemple, il y a une ligne sur laquelle il n'y a plus de projet, il n'y a plus de programme nécessitant des systèmes particuliers. Donc là, on a on a une sandbox, une dev, une cal, une pré-prod et une prod. La pré-prod étant liée aux tests, utilisée pour faire des tests de non-régression. Voilà. Sur l'autre ligne, on a donc la même chose, plus 3 systèmes d'UAT, projet, enfin programme. Voilà, on a 3 programmes en parallèle et donc on a 3 systèmes qui sont dédiés à ça. Voilà. Donc ça, c'est quand on est en mode programme. Après, quand on est en mode upgrade, à ce moment-là, on peut avoir plusieurs lignes. Voilà. On a une ligne dédiée à l'upgrade et une ligne dédiée, voilà, par exemple, l'année prochaine, on a un de nos systèmes qu'on va upgrader sur S4. Alors, c'est pas nos deux systèmes principaux, c'est un système GTS qui est associé. Donc là, on aura on aura une ligne de maintenance et puis une ligne dédiée à l'upgrade. Voilà. Très bien. Merci. On a une autre question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, sinon on va y répondre nous. C'est de savoir si l'outil Data Sync Manager donc, est agréé par SAP. Oui, on l'a vérifié. Du S4 HANA Private Cloud. Alors, à mon avis, S4 HANA Private Cloud, vous voulez dire peut-être Jean-Michel Rise. Mais, alors, si c'est Rise, la réponse est oui, on l'a vérifié. Oui, ouais. tout à fait. Voilà, et je confirme effectivement. Alors, c'est S4, hein, c'est S4 HANA. Après, la seule chose pour laquelle ça ne marche pas, c'est que si vous êtes en public, enfin, si vous êtes en S4 HANA Public Cloud, c'est-à-dire que c'est SAP qui vous fait votre customizing. Vous avez des... Voilà, oui, Public Cloud, effectivement. Public Cloud, une autre Public Edition. problématique. C'est autre chose, voilà. Là, pour le coup, là, c'est plus utile. Voilà, Private Cloud, c'est bon. On va passer sous nos environnements sur Rise et on a bien vérifié que la solution à la fois Object Sync et Client Sync était utilisable. Tout à fait. Et je crois que vous avez même un agrément, vous êtes dans la liste vous avez des certifications dans ce sens-là. Correct, oui. Emmanuel? Oui, tout à fait, oui. C'est raison. Alors, j'ai une question qui est arrivée dans les questions. C'est de savoir est-ce que avec Data Sync Manager vous avez modifié
la fréquence de vos refresh? Alors oui, on essayait de faire un refresh par an, et c'était déjà très problématique. Là, on fait un refresh tous les 3 mois. Donc on a modifié la fréquence de refresh. Et après, on fait d'autres trips de refresh. Alors on fait d'autres opérations qui sont pas des refresh, vraiment. C'est qu'on va, par exemple, quand on fait un démarrage de projet d'une nouvelle vague, d'une nouvelle société, on va pas faire de refresh. Bon, on en aurait besoin, mais on n'en fait pas. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va prendre l'ensemble des données de base qui ont été générées par la nouvelle société et on les met à jour en masse en utilisant ObjectSync, ce qui nous prend une demi-journée. Voilà. C'est un travail un petit peu différent. On travaille sur les datas, on rajoute les vues des articles, les vues des fournisseurs, les nouveaux fournisseurs, les nouveaux clients par delta. Voilà. C'est pas un travail en masse, en fait. On travaille pas sur les 92 000 tables de SAP, on travaille vraiment voilà. Et on sait travailler, mais on travaille en masse. On prend tous les articles et on leur dit, bah, tu updates ce qui a updaté. Ça, c'est vraiment un mode, c'est extrêmement pratique, ça. Et ça, c'est sur les données de base, uniquement. Voilà. C'est-à-dire qu'on met pas à disposition des données transactionnelles qui sont en prod. On met les données de base, mais c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, en fait, on fait un mini refresh, en quelque sorte, centré sur les données de base. Très bien. Je ne sais pas, Éléonore, si de ton côté, tu as des questions. Non, je pense que c'est bon, c'est assez clair pour les participants. Mais peut-être qu'on peut dire 2 mots sur Invarture, au cas où il y ait deux autres questions à venir, puisqu'on a encore quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Pour ceux qui, du coup, ne nous connaîtraient pas, en fait, nous, Invarture, ce qu'on fait, on se concentre essentiellement sur le développement du cycle de vie des applications SAP, donc, que ce soit depuis la partie développement jusqu'à la production. Et pour ça, on a choisi différents outils, voilà, que vous pouvez voir du coup sur cette slide, en tout cas, entre autres, que ce soit sur la partie développement, avec par exemple le Neptune qui vous permet de créer des applications web et mobile en Fiori. Donc une fois qu'on a développé ces applications, on a souvent besoin aussi de pouvoir rafraîchir des données, et donc c'est ce qu'a très bien expliqué Mathieu, en tout cas ce qu'ils ont fait avec Arkema, pour pouvoir après les tester, ces données, une fois qu'on a les bonnes. Et dans ce cas-là, nous proposons un outil qui s'appelle Agilitest, qui propose d'automatiser de bout en bout du coup vos tests fonctionnels, ainsi que l'outil RevTrack qui lui va venir vraiment piloter vos changements à SAP, et puis bien sûr jusqu'au release SAP, entre autres, avec une autre partie sur vraiment la partie plutôt sécurité des données, anonymisation d'ailleurs, que fait également l'outil DSM aussi. Voilà, qui fait partie des modules. Du coup, ça a laissé le temps à Jean-Michel pour poser une autre question. Pour vous, Mathieu. Bon, alors, du coup, Emmanuel, je vais la lire tant que j'y suis. Donc, pouvez-vous illustrer comment vous utilisez l'outil pour préparer des UAT sur un projet en cours, par exemple, archi et copie de données de prod vers environnement UAT, autre? Oui. Bon, alors, quand on fait un programme, aujourd'hui, enfin, ça dépend de la taille, hein. Donc, si c'est vraiment un programme où il y a, par exemple, là, on a un programme, il y a 120 personnes qui sont dessus, sur la vague, donc c'est vraiment un gros programme. Donc là, on leur crée un système dédié sur lequel on va faire un client sync qui va précéder. Voilà. Et on va pas faire d'actions supplémentaires pour préparer les UET dessus. On considère que l'environnement, il est rafraîchi depuis la prod. On prend l'ensemble des master data, le customizing, le workbench, et 2 ans de données, et c'est la base. Et après, on le rafraîchit plus. Voilà. Voilà. Après, si c'est des plus petits projets, c'est chaque projet qui désigne quelqu'un qui va lui copier les données nécessaires dans l'environnement. Mais ça se fait, voilà, il copie 10 articles, 4 clients. Moi, j'interviens plus en fait. L'outil Objective qui est utilisé en self-service. Voilà. Je sais pas si ça répond à vos questions. Ok. Impec. À mon avis, ça a bien répondu. Bien. Je pense.
Donc a priori, en tout cas, plus de questions. Voilà pour le moment. N'hésitez pas, vous avez sur ce slide un QR code qui renvoie à donc une fiche synthétique sur l'outil DSM si vous voulez avoir plus d'informations, ou éventuellement d'ailleurs même sur d'autres outils que nous proposons. En tout cas, on était ravis d'avoir Mathieu avec nous aujourd'hui, justement, qui a bien su nous expliquer et synthétiser ce qu'il a pu faire voilà, dans ce projet avec DSM. Et on vous renverra à tous, bien sûr, l'enregistrement de ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Très bonne journée et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.